avant tout, pourquoi est-ce une question centrale? Alors, c'est une question centrale puisque quand on est capable de revenir dans le présent, automatiquement, en fait, on va mieux. Enfin, il y a quelque chose qui est présent, justement, c'est le cas de le dire, et qui nous permet d'aborder la vie différemment. Donc, comme vous l'avez dit dans la présentation, c'est effectivement un point de départ central. On ne peut pas parler d'éveil ou de libération si on ne passe pas par là, en fait. Et on pourrait même dire qu'il y a deux niveaux, peut-être, de compréhension par rapport à l'instant présent. Il y a déjà revenir dans un présent assez conventionnel, on va dire, de ne pas être perdu sans arrêt entre les dimensions du passé et du futur. Et après, le bouddhisme, en tout cas dans les traditions que j'étudie, associe l'instant présent à l'éveil. Donc on nous encourage même à aller encore plus loin. C'est pas seulement aller mieux, mais c'est se libérer de ce qu'on appelle le samsara. Alors vous dites aller mieux parce que finalement, si on n'est pas dans l'instant présent, si on rumine le passé, si on a trop d'attentes vers le futur, pour le futur, c'est que c'est une cause de souffrance? Oui, effectivement, il y a dans plusieurs disciplines, que ce soit en philosophie ou en psychologie, en sciences aussi, je crois qu'il y a des études qui ont été démontrées un peu là-dessus pour essayer de comprendre quelles sont les causes de l'insatisfaction. Et justement, l'errance mentale est considérée comme une cause d'insatisfaction. Alors après, cette errance mentale, elle cause de la satisfaction pour différentes raisons. Il y en a, ils sont peut-être bloqués dans le passé parce qu'il y a des colères qu'on n'arrive pas à digérer, en quelque sorte. D'autres qui sont plus pris par l'angoisse, donc la peur de l'avenir. Donc on a du mal à apprécier justement l'instant présent, ce qui se présente à nous maintenant. C'est un peu compliqué parce qu'on est sans arrêt en train de penser soit au pire, soit on a peur de ceci ou cela. Enfin, il y a différentes peurs qui nous empêchent d'être là. Et puis après, si on n'est pas dans ce type de configuration, ça peut être tout simplement l'errance mentale. L'errance mentale peut aussi être une cause d'insatisfaction parce que finalement, l'errance mentale veut dire quoi? C'est qu'on est sans arrêt dans les pensées. Et les pensées, finalement, c'est pas très nourrissant. Et il y a quelque chose de pas très certain non plus dans les pensées. C'est pas quelque chose de fiable. Donc, quand on dit on est trop dans le passé ou dans le futur, il peut y avoir ça, un excès de passé ou de futur, mais il y a surtout aussi un excès de pensée. Et la pensée en soi... trop de pensée ne fait pas du bien. Voilà. Alors, l'instant présent, que recouvre précisément cette notion? Alors, donc c'est là qu'on rentre dans le vif du sujet, Oui. parce que ce qui est intéressant, c'est que l'instant présent, c'est devenu une expression très populaire. Vie l'instant présent. Ça, c'est quelque chose que tout le monde a certainement entendu au moins une fois dans sa vie. Mais après, quand on commence un peu l'analyse, on se rend compte que le présent, en fait, le présent n'existe pas. Puisque pour chercher à définir l'instant présent, il faudrait être capable de dire ce qu'est le présent. Or, on se rend compte par l'analyse qu'en fait, le présent passe tout le temps. Donc le présent, il est déjà passé. On ne peut pas l'arrêter, en fait. Non. Et un autre paradoxe aussi, c'est qu'on a tendance à dire passé, présent, futur. Mais en fait, quand je pense au passé, le passé est présent, puisque je pense au passé. Et pareil pour le futur. Donc on sent que que l'affaire commence un peu à se compliquer. Mais c'est là que la quête commence, justement. Donc ça veut dire qu'on peut arriver à définir, peut-on définir l'instant présent? Alors, je pense qu'on peut arriver à en tracer les contours au moins. Enfin, déjà, une première étape qui me semble essentielle, c'est de voir ce paradoxe que même si on a l'impression que le temps ou le présent, c'est évident, en fait, ça l'est pas vraiment. Il y a une forme d'évidence peut-être par rapport au vécu, mais si on passe par l'analyse, eh bien, on se rend compte que le présent nous échappe, et donc le temps, parce que le présent, finalement, c'est du temps. Et là, ce que je propose dans l'ouvrage, justement, c'est de passer par un questionnement sur la nature du temps pour mieux cerner ce qu'on entend par instant présent. Parce qu'en fait, le présent, donc comme on vient de le dire, on a tendance à dire le présent, c'est coincé entre le passé et le futur. Mais on se rend compte que le présent passe tout le temps. Donc le présent n'existe pas. Donc si le présent n'existe pas, comment on peut vivre dans l'instant présent? D'accord? On a dit aussi que le passé, quelque part, était présent et le futur est présent. Si je pense au futur, c'est maintenant. S'il y a un souvenir qui revient, c'est maintenant aussi. Donc ce qui est intéressant avec cette analyse très rapide, c'est de voir que finalement, passé, présent, futur, c'est notre représentation du temps. Finalement, si on demande à quelqu'un c'est quoi le temps, il y a de grandes chances qu'on trace une ligne avec une flèche qui va vers la droite, passé, présent, futur. Mais en fait, l'analyse nous montre, là encore une fois, que cette représentation-là du temps n'est pas le temps. Donc en fait, pour arriver, alors définir l'instant présent, on arrive justement dans des dimensions qui vont dépasser le cadre purement matériel. Donc définir, c'est pas forcément facile. Enfin, c'est pas que c'est pas facile, c'est que je pense pas qu'on puisse le faire de façon hyper pas précise, mais autant une table, c'est facile à dire, voilà, il y a 4 pieds, voilà, bon, ok. Mais l'instant présent, ça va être un peu plus délicat. Mais je pense qu'on peut arriver à le faire justement en passant par la nature du temps. Parce qu'une fois qu'on a déjà mis en perspective que ce présent dont on pense savoir ce que c'est, enfin, on pense savoir ce qu'est le présent, en fait, c'est pas le véritable temps. Là, on arrive dans une nouvelle dimension qui va vraiment nous éclairer.
Il faut finalement essayer de visualiser ce qu'est le temps. Alors visualiser, c'est pas le mot que j'emploierais. Je pense que, enfin là, c'est vraiment déjà passer par l'outil de l'analyse, vraiment, d'arriver à comprendre que ce qu'on pense être le temps ne l'est pas. Et en fait, quand on comprend ça, quand on voit le paradoxe, c'est un peu des fois ce qu'on retrouve dans les textes liés à la vacuité, où il y a différents raisonnements qui nous montrent, grâce à différentes négations, qu'en fait, ce qu'on pense être vrai ne l'est pas. Et quand on perçoit ça, donc c'est pas une visualisation, pour moi, c'est plus quand on perçoit vraiment le paradoxe, qu'on le comprend, eh bien ça ouvre une porte. Et comme ça ouvre la porte, parce qu'on se rend compte finalement que nos représentations, elles ne sont pas si solides qu'on le pense. Donc on se dit, mais qu'est-ce qui est vraiment solide alors? Qu'est-ce qui est vrai? Et là, alors peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas, a priori, quand on est en quête, quand on est en réflexion, on a envie de savoir. Donc là, il va falloir prendre d'autres sentiers. Est-ce qu'il n'y a pas aussi la notion d'espace à intégrer justement dans celle du temps pour en connaître finalement sa dimension? Alors, en tout cas, c'est l'approche que j'ai choisie dans cet ouvrage, d'où le sous-titre, une perspective bouddhique de l'espace-temps. Parce que ce que je trouve intéressant, c'est que le temps, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il fascine pas mal de gens. Il y a beaucoup d'articles de vulgarisation, mais surtout en sciences. Le couple espace-temps était rendu célèbre, notamment par Einstein, où il a bien montré que le temps était relatif. Parce que ça aussi, ça fait partie de nos représentations du temps. On a l'impression que le temps, il est externe à nous, en fait. C'est comme si on n'avait aucune prise sur lui. Donc, quelque part, on pense intuitivement ou instinctivement que le temps est absolu, on n'est pas concerné, en quelque sorte, on le subit. Et avec Einstein, il a montré que finalement le temps était relatif, qu'il est relatif à un certain espace. Donc je me suis posé la question suivante, parce que moi quand je lis Einstein, quand je lis des livres de vulgarisation, excusez-moi, je trouve ça fascinant, mais pour ce que j'arrive à comprendre. Mais en tout cas, pour ma propre expérience, par rapport à ma pratique, c'est vrai que ça m'apportait pas tant que ça. Donc je me disais, mais au niveau individuel, au niveau de la pratique, à quel espace est reliée cette représentation du temps qui n'est pas le véritable temps? Et effectivement, ce que j'essaie de montrer dans l'ouvrage, c'est que cette représentation du temps est bien reliée à un certain espace en nous, et c'est l'espace mental. Donc toute cette quête du temps, donc du coup cette quête de l'instant présent, parce que c'est lié, eh bien ça va être, pour arriver à l'aborder d'une façon différente, il va falloir ouvrir l'espace. Ne pas rester seulement dans l'espace mental. Alors justement, vous utilisez une image qui facilite, je dirais, la question, et qui est une image très, très intéressante, celle de la maison. L'espace mental comme une maison, donc à explorer. Oui, alors pour moi l'espace mental, c'est pas la maison, c'est plutôt le grenier. C'est-à-dire on a une grande maison, et on vit en haut tout le temps. On vit toujours dans le grenier. Donc l'idée, ça va vraiment, d'où l'idée du titre, habiter le moment présent, c'est que pour habiter le moment présent, il va falloir habiter d'autres espaces en nous-mêmes. Si on reste toujours dans le même espace, dans le grenier, ou on pourrait appeler ça aussi un espèce de placard à balai, pas toujours très bien aménagé, eh bien oui, ça va être l'insatisfaction, ça va être le chaos, ça va être l'absence de sens, qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que je dois faire, pourquoi je vais pas bien, etc. Et en fait, l'idée d'habiter son corps, d'habiter sa maison, donc, c'est là où on va trouver les ressources pour véritablement habiter le moment présent. Justement, est-ce que vous avez votre définition particulière, personnelle, de l'instant présent? Déjà, dans un premier temps, pour moi, quand on parle d'être dans l'instant présent, c'est davantage de présence à soi, la présence à la respiration, la présence quand on mange, quand on écoute une musique, quand on regarde un arbre, quoi qu'on fasse. En fait, tout ça, déjà, ça va venir nourrir l'essence, nourrir notre être, on pourrait dire. Et rien que ça, c'est ça qui procure déjà un peu plus de satisfaction. Quand on disait pourquoi c'est si central, parce que quand on est toujours là-haut, c'est vraiment pas nourrissant en fait. C'est épuisant, c'est stressant. Et le fait déjà d'avoir un minimum de présence à soi, même si ça reste assez superficiel, et dans tout ce qu'on fait au quotidien, à chaque instant, eh bien déjà, c'est une forme de vivre dans l'instant présent et c'est déjà très apaisant. Ça, pour moi, c'est un premier niveau de compréhension. Et après, si on va plus loin, je comprends la chose comme ça aussi par rapport à habiter le moment présent, c'est d'arriver à être en résonance ou en contact. Alors, dans le bouddhisme, il parle de la nature de l'esprit. Je crois qu'on pourrait dire aussi d'être en contact avec un principe créateur et organisateur. C'est-à-dire, c'est un principe, donc par définition, en philosophie, un principe, c'est permanent, c'est toujours présent. Et c'est d'arriver à retrouver ce principe-là, qui est éternellement présent, et c'est ça qui va permettre vraiment, pour moi, d'habiter le moment présent. Et alors là, c'est tout un chemin. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on considère que c'est le bien le plus précieux, finalement, le présent, l'instant présent? Alors, pour moi, déjà, si on reprend ces deux niveaux de compréhension que je viens d'énoncer, le premier, déjà, rien que le fait de revenir sur la respiration, si on ne l'a pas encore essayé, je ne peux qu'encourager de le faire, on voit bien qu'en quelques minutes, on se rend compte qu'il
il y a déjà une forme d'apaisement qui est là. Donc c'est quand même ce qu'on recherche, c'est d'être en paix intérieure, d'avoir une belle vie, d'avoir de bonnes conditions en tout cas. Et rien que ça, de trouver cette paix-là à domicile, j'allais dire, à disposition tout le temps, c'est quand même un vrai cadeau. Parce que ça veut dire qu'on ne dépend de rien d'autre. Rien que la respiration suffit pour ça. Et après, si on continue à ce deuxième niveau d'analyse que j'ai proposé tout à l'heure, à savoir aller à la rencontre de ce principe qui est en nous, finalement, ce qu'on appelle la nature de la conscience, la nature de l'esprit, ou encore la nature de Bouddha, eh bien, pour arriver à être en contact avec ce principe, ça veut dire qu'il va falloir habiter davantage son corps. Il va falloir explorer d'autres dimensions de la conscience, pas seulement rester dans l'aspect mental. Et en fait, eh bien, quand on habite davantage cet espace, comme les textes le disent, il y a différentes qualités de l'esprit qui sont disponibles mais qui sont recouvertes. Et on pourrait dire que ces qualités, c'est comme des trésors. Il y a cette fameuse image, on est assis sur un trésor enfoui, mais on regarde toujours à l'extérieur. Mais quand on va à l'intérieur, en fait, c'est plus on va habiter notre être, plus on va aller dans des dimensions plus fines, finalement, de ce que l'on est véritablement. Et bien là, il y a vraiment des pépites, oui, qui sortent. Enfin, qui se manifestent, qui s'épanouissent. Une dimension plutôt verticale à ce moment-là, plus que la linéarité dont on parlait au début. Ah oui, là, complètement, oui. C'est vraiment, pour moi, c'est quand on parle davantage de présence à soi, justement d'être conscient de quand on mange, etc., on reste malgré tout sur un temps linéaire. C'est la représentation qu'on a du temps. Mais dès l'instant qu'on parle d'un principe, là, il y a une nécessité de verticalisation en quelque sorte. Cette notion de verticalité, d'ailleurs, on la retrouve dans la pratique du yoga. Rien que d'avoir le dos droit, bon, ok, il y a des bienfaits physiques, mais à l'intérieur, il y a aussi un impact. C'est pas neutre. Voilà, ce sera le mot de la fin, Sandy Azlin. Pour cette première partie d'émission, nous vous retrouverons avec joie la semaine prochaine pour la suite. Je serai là. D'autres découvertes sur l'instant présent. Merci. Avant de nous quitter, voici quelques indications de lecture en rapport avec le thème de l'émission. Tout d'abord, habiter le moment présent, une perspective bouddhique de l'espace-temps de notre invitée Sandy Azlin, édition Sully. C'est donc le livre sur lequel nous nous sommes appuyés pour cette émission. Une enquête passionnante sur ce qu'est le temps aux confins de la philosophie, de la métaphysique et bien sûr de la pratique bouddhique, où l'on découvre que le temps nous construit, que nous le construisons aussi, mais qu'il nous est possible de le vivre comme une totalité. Tous les êtres sont des Bouddhas, également de Sandy Azlin chez Sully Éditions. Prémisse de ses réflexions sur l'instant présent, ce premier ouvrage de notre invité explique comment comprendre la nature de Bouddha avec l'analyse du traité du 3e Karmapa de la lignée Kagyu. Et puis, à la recherche du temps présent, maître du spirituel dans son quotidien, de Kankyo Tanier chez First Edition. Voilà, notre émission s'achève. Merci à tous de l'avoir suivi.